Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le prince Albert II a entamé ce mardi une visite de 2 jours en Calabre, en Italie. Un déplacement dans des communes liées historiquement à sa famille. Nous rejoindrons sur place notre envoyée spéciale, Crescinda Tomel. Le prince souverain dont l'engagement en faveur de la préservation de l'environnement a été salué hier, il a reçu le Trident d'Or, un prix qui est présenté comme l'équivalent des prix Nobel des activités sous-marines. L'inflation a-t-elle changé les habitudes de consommation des ménages? Un phénomène généralement constaté après une hausse des prix sans précédent des produits alimentaires. Nous en parlerons avec une spécialiste, Gaëlle Lefloc. Dans ce journal également, Luxpack trace la voie entre Paris et Monaco. Les organisateurs du Salon de l'emballage qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Grimaldi Forum ont affrété un train spécial depuis la capitale française pour les congressistes participant à l'événement. Et puis le saviez-vous, seulement 4% des chefs d'orchestre en France sont des femmes. L'une d'entre elles était sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 pour diriger l'OPMC dimanche, Nathalie Stutzmann. Je vous le disais en titre, le prince Albert II est actuellement en visite officielle dans le sud-ouest de l'Italie, une région où il s'était déjà rendu l'an dernier, mais cette fois-ci, ce sont d'autres communes liées historiquement à sa famille que le souverain a pu découvrir. Rejoignons sur place Crescinda Tomel. Oui, Émilie, eh bien, je me trouve en Calabre, dans le sud de l'Italie, où le prince Albert II effectue actuellement une visite dans les territoires liés historiquement à sa famille. Alors, le souverain partira à la rencontre des habitants et des autorités dans les communes de Tauria Nova, Terranova et Seminara. Il s'agit ici de la 3e visite du souverain en Calabre, puisqu'il était déjà parti en 2019, ainsi que l'an passé, à la rencontre d'autres fiefs. Une nouvelle visite que vous pourrez donc retrouver sur Monaco Info dans nos éditions de mercredi et de jeudi, avec jeudi l'interview du souverain dans laquelle il nous dévoilera ses impressions. Et juste avant son départ pour la Calabre, le prince Albert II a été distingué par l'Académie des sciences et techniques subaquatiques. Le souverain a reçu le Trident d'Or pour ses engagements en faveur de la préservation des océans. Ce prix est présenté comme l'équivalent des prix Nobel des activités sous-marines. Émilie Flamin et Alban Gingembre ont assisté à la cérémonie. Le prince Albert II fait maintenant partie des 250 Tridents d'Or à travers le monde. Ce prix, qui existe depuis 1960, lui a été remis par le président de l'Académie des sciences et techniques subaquatiques pour son travail sur la protection des océans. On a cru qu'un personnage de son niveau, qui arrive à perdre du temps, à dédier de l'attention à une activité comme celui-là, méritait d'être amené à l'attention générale. On recherche les excellences qui ont opéré dans le milieu sous-marin, dans un point de vue technique et scientifique. Il faut avant tout être plongeur. Le plongeur et cinéaste Christian Petron a gagné le Trident d'Or en 1987, notamment pour son travail sur le film Le Grand Bleu. Aujourd'hui, c'est à son tour de remettre le prix. C'est un grand honneur. C'est vrai que le prince a énormément travaillé sur les protections des océans, ce qui était normal que le prince de Son Altesse reçoive cette distinction, parce que au niveau de Monaco, il y a eu le commandant Cousteau qui était le directeur du musée océanographique, il y a eu le professeur Doumanche qui était directeur du musée pendant très longtemps, qui a eu aussi le Trident d'Or, et donc c'est tout à fait normal que maintenant Son Altesse reçoive ce Trident d'Or. Cette récompense est l'équivalent d'un prix Nobel dans le milieu sous-marin et promet encore de nombreux projets en faveur des océans en principauté. Dans le reste de l'actualité, les gagnants du jeu de piste En marche pour l'égalité ont été récompensés lundi soir en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Organisée par l'Union des femmes monégasques, cette opération visait à sensibiliser les adolescents à la cause des femmes et leur montrer que Monaco s'était aussi construit grâce à des femmes qui ont joué un rôle capital, une façon ludique d'éveiller les consciences sur un sujet sociétal.
Ces images à présent qui peuvent paraître impressionnantes, le changement de 2 canons sur le rocher, ces pièces d'artillerie déjà en service entre 1890 et 1926 étaient jusqu'alors conservées au musée des Princes et de leur garde à la caserne des Carabiniers. Elles ont été remises en état de fonctionnement afin de remplacer les anciennes trop usées et ne disposant plus de munitions manufacturées. Des tirs d'essai ont été effectués ce matin avec succès, vous les avez peut-être d'ailleurs entendus. Mais à quoi servent ces canons? Eh bien, des coups retentissent lors d'un événement princier, par exemple pendant la fête nationale, et puis rappelez-vous aussi à l'occasion de la naissance du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. 42 coups de canon avaient alors été tirés le 10 décembre 2014. Cela ne vous a peut-être pas échappé, le prix des produits de grande consommation a fortement augmenté, obligeant les ménages à modifier leur comportement d'achat. Avant d'analyser cette situation avec Gaëlle Lefloc, directrice stratégique Inside de Kantar World Panel, Fabien Bonilla est allé à votre rencontre pour savoir si vous aussi, vous aviez constaté une hausse des prix de votre caddie. Écoutez. Oui, bien sûr, évidemment, comme tout le monde. Tous les produits. Tutti i prodotti l'ha aumentato delle 10-20%. C'est un po' dura, trop dura. Come l'olio, quand tu fais une salade, c'est exagéré trop. Je pense que les fruits ont plus augmenté que le reste, non? Pourquoi j'en consomme beaucoup? Ce n'est pas normal. Pourquoi on pourrait s'arranger pour avoir des prix à la même modeste, non? Pas comme ça. Par exemple, le citron, le limon, que l'on a à des prix terribles, on pourrait avoir, puisque nous sommes quand même dans une région où on cultive le citron, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation? Il faut faire avec. Et oui, les témoignages recueillis sont unanimes. Cette inflation plombe le pouvoir d'achat des ménages qui délaissent certains produits pour maîtriser leurs dépenses. Analysons ce phénomène avec notre invitée, Gaëlle Lefloc, directrice stratégique Inside de Kantar World Panel. Bonsoir. Bonsoir. Comment les ménages ont-ils adapté leur consommation face à l'inflation? Ils essaient d'amortir l'inflation en utilisant tout un arsenal de mesures. Donc, c'est par exemple faire beaucoup plus souvent leurs courses, mais mettre moins d'articles dans leur panier. Si bien que désormais, ils achètent beaucoup moins. On est sur des baisses d'achats qui sont de l'ordre de moins 5%. Donc, c'est vraiment du jamais vu. Même au moment de la crise de 2008, on était sur des légères baisses à moins 1%. Et puis, c'est des consommateurs qui vont faire leurs courses plutôt en début de mois, quand le salaire a été versé sur le compte en banque. C'est aussi utiliser la liste de courses. C'est se fixer un budget maximum à ne pas dépasser. Donc, quand ce budget est atteint, eh bien, on arrête de mettre des articles dans le caddie. C'est aussi vraiment acheter catégorie de produits par catégorie de produits dans les magasins les mieux disants. Donc, aller dans un magasin pour chercher la meilleure promotion sur un article et faire quelques kilomètres en voiture supplémentaires pour aller dans un autre magasin. Voilà, donc il y a un zapping entre magasins. Oui, le patron de Carrefour a affirmé à la fin du mois d'août que 40% des Français étaient désormais contraints de sauter des repas pour des raisons économiques. Alors, 40% des Français, je ne sais pas, je n'ai pas ce chiffre-là, mais ça arrive, on va dire, de façon occasionnelle pour de plus en plus de Français, en effet. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a, en fait, à cette crise économique et cette crise inflationniste, et également la crise écologique a une prise de conscience très nette qui s'est faite aussi avec des étés caniculaires, des incendies à répétition, les inondations, etc. Donc là, vraiment, les Français ont vraiment pris conscience, on va dire très concrètement, des enjeux du réchauffement climatique et des efforts aussi qu'il faut faire pour moins consommer, mais consommer mieux, on va dire. Alors ça, c'est vrai d'une partie des Français qui n'a pas à proprement parler de problème de pouvoir d'achat et qui a décidé d'acheter moins de vêtements, d'acheter aussi moins d'alimentation en faisant très attention au gaspillage. Voilà. Et puis, malheureusement, on a aussi une partie des Français, environ 15% des Français, qui sont obligés de se serrer la ceinture parce que là, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Il y a un report très important sur de l'achat de produits moins chers, du type des produits entrée de gamme, de la marque distributeur, au détriment des grandes marques nationales.
parce qu'un certain nombre d'enseignes ont mis ces produits à marque propre dans les paniers anti-inflation, ont essayé de jouer le jeu de la demande de Bercy. Et puis, c'est aussi réduire la voilure très considérablement sur la consommation de protéines animales. Vous mentionnez Bercy. Bercy a pointé du doigt dernièrement la méthode de certains industriels qui profitent de cette inflation pour pratiquer la shrinkflation, c'est-à-dire réduire le poids des produits tout en les vendant au même prix, voire plus cher. C'est vraiment voilà, une pratique qui devrait disparaître des rayons vu qu'elle a été pointée par les politiques français. Ce qui est nouveau, c'est la stigmatisation qui est faite effectivement ou bien par Bercy avec une mise en avant des noms des industriels qui procèdent à ce type de pratique, ou aussi une stigmatisation qui est faite par les distributeurs eux-mêmes, puisqu'on a vu récemment Carrefour qui a posé sur les linéaires des produits concernés une information complémentaire pointant du doigt le fait que l'industriel avait réduit la quantité de produits dans le packaging en laissant au prix d'avant. On le mentionnait tout à l'heure, forcément l'inflation a un coût sur notre porte-monnaie, sur notre consommation. Ça a un coût aussi psychologique, parce que ne plus pouvoir consommer et s'alimenter à sa guise, forcément ça a un impact sur notre morale. Bien sûr. Et là, vous pointez du doigt un problème de fond très important qui concerne l'alimentation en France, puisqu'en fait, c'est un véritable choc pour le consommateur français qui n'est absolument pas habitué à vivre dans un contexte inflationniste. Ça fait 40 ans qu'on est plutôt sur de la déflation sur les marchés alimentaires, en tous les cas. Et il faut, je pense, intégrer le fait que l'inflation et une alimentation plus coûteuse, ça va perdurer et ça va devenir vraisemblablement notre quotidien. Donc, c'est vraiment un consommateur qui est tiraillé en permanence, on va dire, entre la tyrannie du porte-monnaie, comme vous l'évoquiez, et puis en même temps, cette aspiration aussi à acheter des produits alimentaires de qualité et peut-être à participer aussi à une meilleure rémunération des agriculteurs français. Et donc, aujourd'hui, on a un consommateur qui aimerait pouvoir accéder à des produits locaux de qualité ou des produits bio et qui aimerait pouvoir payer le juste prix, parce que derrière, c'est toute une chaîne qui vient rémunérer, on va dire, correctement l'agriculture, mais qui n'en a plus forcément les moyens. Eh bien, merci beaucoup Gaëlle Le Floch d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir pour nous expliquer le comportement des ménages face à l'inflation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous en parlions lundi avec notre invité, le fondateur du salon Monaco Business, Maurice Cohen. L'économie monégasque et sa stabilité est un facteur d'attractivité pour le pays. C'est sur ce ton qu'a été inaugurée ce mardi la 11e édition du salon. Plusieurs conférences débats sur le numérique, l'intelligence artificielle ou encore l'économie bleue auront animé cet événement. Plus de détails dans ce reportage de Yannick de Bever et Alban Gingembre. C'est un rendez-vous qui est coché avec une grande croix sur les calendriers des entrepreneurs monégasques. Le salon Monaco Business fête sa 11e édition, inaugurée cette année encore par le ministre d'État Pierre Dartout. Chaque entreprise monégasque tenait son stand pour présenter ses offres pendant qu'à l'étage commençait un cycle de conférences articulées autour de l'excellence monégasque et de l'avenir économique de la principauté. Et la réussite, c'est d'abord qu'on est 100% Monaco. Il n'y a que des entreprises installées en principauté. On a refusé beaucoup d'entreprises extérieures parce que l'idée, c'était de favoriser le business entre les entreprises de Monaco, entre elles, pour développer comme ça une continuité dans l'économique en principauté. Le numérique occupe une place prépondérante dans ce salon, signe que la principauté de Monaco s'installe sur le plan mondial comme une véritable référence. Mais à l'échelle locale aussi, les entrepreneurs souhaitent investir et c'est pour cette raison que le service public est également représenté. On pourrait dire quel est le lien avec l'entrepreneuriat, c'est de préparer les talents de demain, parce que le recrutement des talents est un enjeu important pour le développement économique. Et puis voilà, mettre en avant aussi le savoir-faire que l'administration peut proposer aux entreprises, aussi bien celles qui sont installées que celles qui souhaitent venir s'installer en principauté, et de profiter de cette petite taille pour faire un accompagnement sur mesure. Moteur de ce salon, le Monaco Economic Board tenait évidemment son stand et co-organisait le Club Éco de Nice Matin.
L'ordre du jour de cette conférence était « L'économie bleue, nouveau relais de croissance ». Il y a énormément maintenant de sociétés ou d'individus qui sont intéressés par ce concept. Je crois qu'il y a une grande prise de conscience depuis 1 an ou 2 de ce côté environnemental et les gens ne veulent plus seulement s'y intéresser vaguement, ils veulent être participants. Pour être participant, au moins vous rentrez financièrement dans un projet et là vous y intéressez beaucoup plus bien sûr. Ce 11e salon Monaco Business était une fois de plus une belle réussite. Il a permis également la signature d'un protocole d'accord économique entre le Monaco Economic Board et la métropole Nice-Côte d'Azur. Et l'attractivité de pays se mesure aussi par son nombre de salariés. Monaco est le bassin d'emploi le plus dynamique de la Côte d'Azur. Les offres d'embauche sont nombreuses. Exemple avec la Société des Bains de Mer qui vient de lancer sa campagne de recrutement pour la prochaine saison estivale. Les directeurs des établissements de la SBM étaient réunis aujourd'hui pour recevoir les candidats aux différents postes disponibles. Un moyen d'établir un premier contact entre les jeunes talents et les recruteurs. Le reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. De nombreux postes de saisonniers sont à pourvoir dans les établissements de la SBM. À la recherche de leurs nouveaux talents, cette journée a pour objectif d'établir un premier lien entre les candidats et les recruteurs. Recruter est une science inexacte. C'est un long processus, d'abord pour faire connaissance avec les candidats, prendre attache, donner des rendez-vous, se revoir plusieurs fois parfois. Tant le temps avant le recrutement définitif peut être long. Donc c'est tout l'intérêt pour nous qui sommes un établissement saisonnier estival que d'être présent dès la fin de la saison d'été pour préparer la suivante. Dès l'entrée, les candidats passent un premier entretien avec les ressources humaines afin d'établir leurs compétences et leurs envies. En fonction de leur CV, ils sont ensuite redirigés vers les managers et chefs de service des établissements présents. La première motivation, c'est déjà de vivre une nouvelle expérience à Monaco. Ce serait une première pour moi. J'ai déjà 10 ans de présence dans la société en tant qu'extra et j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure et ne plus être extra et avoir enfin un contrat saisonnier qui puisse déboucher sur une place à l'année. Cette année, le Café de Paris et l'Amazonico sont des établissements mis à l'honneur au vu de leur ouverture prochaine. Pour eux, c'est le moyen de finir de constituer leurs équipes. On est en train de finaliser notre ouverture future au Café de Paris qui va avoir lieu le 14 novembre. On est sur le bouclage des derniers recrutements. On a encore besoin de forces vives, certains barman, certains sommeliers encore, un peu de commis. En cuisine, on est quasiment finalisé aussi. Donc c'est le dernier sprint là, avant l'ouverture. L'année dernière, près de 700 candidats s'étaient présentés. Depuis 2 ans, la SBM propose cette rencontre en fin de saison, en plus de celle prévue habituellement au mois de mars. Parlons à présent de cette initiative inédite prise par les organisateurs du salon Luxpack, salon dédié à l'emballage premium qui a débuté aujourd'hui au Grimaldi Forum. Ils ont décidé d'affréter un train spécial au départ de Paris pour acheminer ces congressistes en principauté. Objectif, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et l'impact de ses participants. Frédéric Hélion et Thomas Deus étaient à l'arrivée du train en gare de Monaco. Le projet était dans les tuyaux depuis quelque temps, un moyen pratique, économique agréable et éco-responsable pour rejoindre la principauté. Le salon Luxpack a affrété lundi un train spécial pour permettre à un peu plus de 200 congressistes venant d'Île-de-France de rallier Monaco. C'est vrai que ça nous paraissait être un super bon moyen pour permettre à nos congressistes de réduire leur empreinte carbone et vraiment ouvrir la nouvelle voie de l'événementiel en principauté. Ça nous tenait à cœur d'innover sur ce sujet-là. Nos exposants en Luxpack sont souvent montrés du doigt parce que c'est des fournisseurs d'emballage, mais pourtant c'est les premiers à innover. Et donc à leur instar, je pense qu'il était important pour nous de prendre ce pas-là aussi, de leur permettre d'atteindre la destination de Monaco grâce à un moyen plus responsable. Ça n'est pas en remplacement de l'avion, j'aurais tendance à dire, c'est en plus de l'avion. On connaît les difficultés pour se rentrer en principauté, parfois les difficultés de trafic. C'est pour offrir une alternative à l'avion, particulièrement en cette période de hausse des coûts, mais également le marché français est le marché le plus important pour le tourisme d'affaires en principauté. C'est donc là que nous tournons nos efforts en premier pour proposer à nos congressistes des moyens de transport plus vertueux.
Durant le trajet, des animations et échanges étaient proposés avec un atelier sur la fresque du climat, des workshops sur le réemploi et la recyclabilité, des dégustations culinaires, de barbajoins notamment, et même des massages. La graine est plantée, les différents acteurs du projet espèrent, dans les années à venir, acheminer encore plus de congressistes via cette solution bas carbone afin de réduire le bilan carbone global du salon. Une bien belle initiative en faveur de notre planète. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, seuls 4% des chefs d'orchestre en France sont des femmes. L'une d'entre elles était sur la scène de l'Auditorium Régnier 3. Nathalie Stutzmann a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche en sublimant les œuvres de Mahler et Prokofiev. Le reportage de José Sacré. Le célèbre baryton Matthias Görn avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans Des Knaben Wunderhorn de Mahler, donné pour la première fois à Monaco, comme d'ailleurs l'ouverture sur des thèmes juifs de Prokofiev. Au programme également la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski, dirigée par une femme chef d'orchestre, Nathalie Stutzmann. Directrice musicale de l'Orchestre d'Atlanta et chef principal invité de l'Orchestre de Philadelphie, Nathalie Stutzmann a fait sensation cet été au festival de Bayreuth avec Tannhäuser de Wagner, où elle était ovationné, la presse musicale la décrivant comme une véritable détentrice du gène de Bayreuth. Rien que ça. J'adore ce que je fais, j'adore le transmettre, je trouve que c'est quelque chose toujours qui m'émerveille, comment peut fonctionner un orchestre symphonique. C'est toujours quelque chose d'un peu miraculeux dans le fonctionnement d'un orchestre. Et puis dans la relation entre un orchestre et un chef, il y a bien sûr le savoir, qui impose naturellement une autorité, mais dès qu'on a passé ce stade-là, c'est l'alchimie, c'est le contact, c'est le plaisir de jouer, de donner pour le public. Et ça, c'est... Ce que j'aime, c'est rappeler aux musiciens pourquoi ils font ce métier. Et c'est ça, c'est pas un travail, c'est pas un job. Vous voyez, pour moi, d'être musicien, c'est une manière d'être, c'est une manière de choisir sa vie. Et c'est ce que j'essaye d'apporter aussi à tous les orchestres avec lesquels je travaille. Je pense que c'est le meilleur virus qui soit. Après la pandémie du Covid, on a besoin d'un autre virus qui est celui de l'amour de la musique. Et en fait, j'ai été très naïve. Hein. Je ne me suis pas du tout focalisé sur le fait d'être une femme. Je voulais le faire, ça me brûlait, je l'ai fait. Et je pense que le meilleur exemple, c'est ce que je démontre aujourd'hui, sans plus de revendications que juste vous montrer que nous aussi, on peut faire ça. Et ces propos font également écho à l'histoire de Zaya Ziwani, directrice de l'orchestre Divertimento, que nous avions reçu il y a quelques mois sur Monaco Info et dont l'histoire avait été adaptée au cinéma. Passons à vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric Elion. Quel temps fera-t-il mercredi, Frédéric ? Toujours du beau temps, Émilie, avec quand même une prédominance du soleil, même si des passages nuageux sont prévus par moments durant la journée. Les températures seront comprises entre 19 et 24 degrés. Mercredi 4 octobre, ce sera la Saint-François d'Assise. Oui, des températures au-dessus des normales de saison. Nous évoquerons ce phénomène demain dans notre JT avec des spécialistes de la question. En attendant, on se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté au changement des pièces d'artillerie qui servent au salut au canon, notamment pendant la fête nationale monégasque. Passez une excellente soirée, à demain, 19 h sur Monaco Info pour un nouveau JT.